Alors, bonjour à toutes et à tous, parce qu'on a quand même deux hommes parmi nous, trois, pardon. À l'atelier Les étapes pour bien entreprendre, que nous avons le plaisir avec Elia de co-animer. Alors, Elia, Claude, Nadine Pichavant, nous sommes toutes les deux conseillères à l'entrepreneuriat et nous accompagnons au quotidien des futurs chefs d'entreprise, comme vous, dans la construction de leurs projets. Alors, nous allons passer une petite heure ensemble pour un atelier, donc pour aborder les différentes étapes pour entreprendre. 1 heure. On va se réserver un quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à noter à fur et à mesure. On aura le temps de répondre à vos interrogations à la fin de la présentation. Ça nous laisse 45 minutes pour aborder 6 étapes. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on ne va pas approfondir chaque sujet. Petit message, je rigole. Donc, on va plutôt essayer de vous donner une vision globale. Venez. Pas de souci, on vient de démarrer. Et ça fera un 4e homme. Donc, l'objectif étant plutôt de vous donner une vision globale des différentes étapes qu'il faudrait aborder et valider lors de la création, de la structuration de votre projet. Donc, nos apports plutôt théoriques vont être agrémentés, voire plutôt pimentés par des femmes de terrain et un homme de terrain. Donc, on a la chance d'accueillir parmi nous Ariane, qui est présidente de l'Iophilise de Lorient, de Carole, qui est dirigeante de service ambulant vélo sur Vannes. Vous me corrigez si je me trompe. Anne-Karine Stocchetti, qui est présidente du fonds de dotation Abracadabra, et pas que. Et Dominique Noual, qui lui est expert de la protection sociale de la dirigeante d'entreprise, un sujet qui est très important. Donc voilà, on aura la chance de profiter de leur vécu et de leur expérience de chef d'entreprise ou d'experts au plus près des chefs d'entreprise. Alors, un projet, ça démarre toujours par, d'abord, une idée. Une petite graine qui pousse d'abord dans la tête d'une porteuse de projet, d'une future chef d'entreprise. Et en règle générale, ça pousse tout seul à l'intérieur de la tête. Et ça prend de plus en plus de place. Et au bout d'un moment, on va commencer à verbaliser son idée. On va l'exprimer, on va en parler, souvent à quelques personnes, pas forcément de beaucoup de personnes, mais quelques personnes. Et le fait de verbaliser cette idée, c'est une première confrontation avec une perception autre que la vôtre, et aussi une première confrontation avec la réalité extérieure. Vous allez en parler à des amis, à des proches. Certains vont vous poser des questions. Vous pourriez alors récolter les premiers retours, des avis positifs, négatifs, des interrogations. Les gens qui ne comprennent pas trop ce que vous voulez créer ou qui ne voient pas en quoi c'est une réponse à une problématique. Donc c'est l'occasion pour vous d'affiner un peu l'idée que vous aviez, vous, dans votre tête, de travailler éventuellement sur une offre, d'avoir déjà un retour sur des potentiels clients. Parce que soyons d'accord, à un moment donné, vous allez vendre vos produits, vendre vos services. Donc, d'avoir le retour des personnes autour de vous, ça peut aussi vous servir à cela. Donc, sans vous rendre compte, naturellement, vous allez travailler sur votre argumentaire commercial. Vous allez utiliser des mots qui seront compris par le plus grand nombre. Vous allez tester votre idée et l'affiner le cas échéant. Donc, le jour où vous saurez expliquer votre idée, vous aurez construit votre pitch, votre argumentaire commercial, on en parle souvent. Et ce pitch, il va vous servir tout au long de la construction de votre projet, parce que vous allez devoir le présenter, le représenter devant des partenaires, devant des banquiers, devant des financeurs, devant des futurs clients. Mais aussi tout au long de la création et du lancement et du développement de votre activité. C'est votre pitch commercial. Et petite parenthèse, il évolue tout le temps, tout au long de la création du projet et tout au long de la vie de votre entreprise. Vous définissez et vous validez votre idée avec votre entourage. Vous vérifiez les conditions d'accès à l'activité visée. Vous identifiez les éventuelles obligations réglementaires. Exemple très concret, vous voulez ouvrir un restaurant, il vous faut un permis d'exploitation. D'autres activités nécessitent d'autres certifications, un niveau diplôme, etc. Et puis enfin, c'est l'heure aussi ou l'occasion où vous devez faire un petit bilan personnel.
Sur quoi peut-il porter ce bilan personnel? D'abord, sur votre motivation profonde d'entreprendre. Pourquoi ce projet entrepreneurial? Et pourquoi dans le secteur d'activité que vous visez? Quelles sont vos perspectives? Où est-ce que vous vous voyez dans quelques années? Quelles sont les fonctions que vous voudriez occuper? Comment vous vous imaginez en tant que chef d'entreprise? Le bilan personnel, il doit aussi poser sur les compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours professionnel en amont, parcours aussi extra-professionnel, et de vous poser tout simplement la question, est-ce que vous avez toutes les compétences nécessaires pour exercer le métier de chef d'entreprise? Parce qu'être chef d'entreprise, c'est un métier. Ouh là là! Ouais, mais du coup, on ne va pas bien, Ariane. Donc, un petit focus, moi, dirigeante d'entreprise. Vous êtes toutes ici, vous êtes certainement passionnés par un produit, par un service, par un objet, quelque chose. Et souvent, c'est l'essence même de la volonté de vouloir créer votre entreprise. Donc, ce savoir-faire, il est à vous. J'appelle ça, c'est la production, l'expertise, le savoir-faire, les connaissances. Et c'est souvent autour de ça, vous allez construire votre projet professionnel. Mais vous allez devoir aussi intégrer de nouvelles compétences, de nouveaux domaines de compétences. Le management. Alors quand on dit management, on pense tout de suite aux salariés. Mais le management, c'est la capacité à animer et à fédérer autour d'un projet, à embarquer d'autres personnes avec vous, avec votre projet. Donc c'est d'abord les banques, les financeurs, mais aussi les sous-traitants, les futurs partenaires clés, vos clients. C'est ça que je mets en fait dans la dimension managériale. Mais c'est aussi bien évidemment la gestion d'équipe pour ceux qui veulent se lancer avec des salariés. Il y a une troisième dimension qui est la dimension commerciale. Parce qu'à un moment donné, pour donner existence à une entreprise, pour la faire vivre, pour la développer, il faut vendre le produit ou le service que vous allez proposer. Et puis enfin, la gestion. Je dis last but not least, la gestion. Alors c'est en effet la comptabilité, c'est en effet le juridique, mais au-delà de ça, c'est la gestion du temps. Vous devriez intégrer toutes ces fonctions-là. En règle générale, les femmes, avant d'être chefs d'entreprise, sont déjà ultra multitâches. Donc là, il faut intégrer une nouvelle dimension, chef d'entreprise, et pas que votre savoir-faire, mais aussi la dimension commerciale, aussi la dimension de l'animation de projet. Donc la gestion du temps, la gestion des priorités, ça c'est vraiment un point primordial. Et pour savoir comment on peut relever un défi comme ça, nous avons Ariane qui va nous raconter comment elle a fait pour créer une entreprise seule. 3 enfants en bas âge, tu me contrediras, et un mari souvent absent de par son métier. Donc je passe la parole à Ariane. Bonjour tout le monde, ravie d'être là. Donc Ariane, Liofilize & Co. J'ai fait ce parcours qu'on vous êtes en train de faire là il y a 12 ans. Donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle donc Liofilize & Co, qui est partie d'une petite idée, effectivement, la petite graine qui pousse dans la tête. J'en avais eu plein. Et puis il y en a plusieurs. J'ai réfléchi, j'ai essayé de voir si ça pouvait aboutir. Finalement non, ça c'est pas une bonne idée, etc. Et puis finalement est apparue une idée devant moi où je voyais que les navigateurs, donc mon mari, quand il partait en mer, mangeait très mal, avait très peu de variété en repas lyophilisés. C'est un produit assez spécifique, hein, c'est pas ce qu'on trouve dans tous les coins de rue. Et donc il y avait 2-3 marques qui se couraient après sur le marché. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont un peu meilleurs. Dans mon pays d'origine, je viens de Suède. Et donc, j'ai commencé à regarder si je ne pouvais pas trouver d'autres produits lyophilisés pour lui amener un peu plus de variété. Et l'idée, elle était née comme ça. C'était juste pour améliorer un petit peu l'avitaillement. Et c'est parti d'une caisse qui était cachée sous l'escalier. Et j'ai vu, il y avait toujours les mêmes sachets. Donc, je dis, tiens, il y a un truc à faire. Et donc, j'ai commencé à creuser. J'ai effectivement essayé j'ai contacté plein de fabricants de repas lyophilisés à travers le monde, à travers l'Europe, pas qu'en Suède et Norvège, mais aussi Canada, États-Unis, Estonie, Allemagne, Angleterre. Et j'ai fait venir des produits lyophilisés. Et on s'est mis autour d'une table avec d'autres navigateurs. Et puis, on a testé différents repas. Et je voyais bien que les navigateurs, ils étaient super contents. Ils me disaient, ah, c'est cool, enfin un peu de variété.
Donc, je me suis vite dit que, tiens, c'est peut-être une bonne idée de leur apporter un peu de variété. Et je me suis lancée dans la préparation du projet. Moi, j'avais déjà créé une entreprise auparavant qui avait échoué. Donc, je me suis déjà gamellée. C'est pas hyper drôle, il faut le dire. Hein. Passer devant un tribunal de commerce, on a l'impression que on a vraiment fait quelque chose de mal, mais c'était vraiment pas grave. Ils étaient super. Moi, je leur ai dit, mais moi, mon idée était géniale. Donc, c'était une autre idée que j'avais trouvée super géniale. Mais un client m'avait pas payé une grosse commande et voilà, des erreurs de débutant. J'étais pas très bien entourée. J'étais toute seule dans mon coin et je suis restée très seule. Ce que je retiens de cet échec, de premier échec, c'était que j'étais restée très seule. Je travaillais beaucoup de la maison. Et là, ce deuxième projet, je me suis dit, cette fois-ci, j'ai pas envie de me planter parce que quand même, c'était pas si drôle que ça. Donc, je me suis beaucoup entourée. Des copains, des gens qui avaient de l'expérience dans la gestion de projet, un copain banquier avec qui j'avais travaillé à Decathlon. J'ai dit, tiens, viens m'aider sur les chiffres, c'est vraiment pas mon point fort. Une copine qui gérait des projets super bien, donc elle, pour m'aider à un peu prendre la vue d'hélicoptère, comme on dit souvent, monter dans l'hélicoptère et regarder le projet d'en haut. Et puis les réseaux, les CCI, boutiques de gestion, etc. Je suis allée confronter pas mal mon projet et les banques. Les banques, personne ne voulait me prêter de l'argent, donc j'ai dû présenter mon projet, représenter mon projet, représenter mon projet. Et du coup, ça m'a entraîné à peaufiner un peu la présentation du projet jusqu'à la 7e banque qui m'a accordé un prêt pour démarrer l'activité. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est effectivement, comme tu disais, Nadine, moi, à l'époque, j'ai toujours 3 enfants, heureusement. La 3e venait de naître, elle est née le 4 mars, donc il y a 12 ans pile. La création de l'entreprise a eu lieu le 8 mars, donc j'ai vraiment accouché. Oui, c'est ça, merci. C'est vrai en plus. J'ai accouché quand le téléphone sonnait pour le premier client, je m'en souviendrai évidemment pour longtemps. Et donc le bébé dans les bras, lancer l'entreprise, trouver un local, démarcher les banques, avec le ventre jusque-là. Enfin, c'était. Et ce que je retiens de tout ça, finalement, je suis originaire de Suède, donc ce que j'ai expliqué à Nadine, c'est que quand les enfants à l'école en Suède passent pas très beaucoup de temps là-bas. À 1h30, l'école est finie, on rentre à la maison, on va faire d'autres activités, etc. Donc pour moi, c'était inconcevable de laisser les enfants à la garderie jusqu'à 5h, 6h le soir. Donc moi, je me dis, je peux pas. Même si je crée une entreprise, je peux pas faire ça. Donc, j'ai créé l'entreprise autour de ça en me disant qu'à 16h30, de toute façon, je suis plus là. Moi, je file chercher mes enfants. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Il faut que je m'occupe des enfants. Bon, après, l'activité s'y apprêtait bien parce qu'en fait, on s'est vite aperçu que la boutique de vente de repas lyophilisés qu'on a voulu créer, donc à la base des sous-marins à Lorient, les navigateurs naviguant la journée ne pouvaient pas souvent venir à la boutique. Donc, très vite, j'ai eu l'idée de créer un site qui s'appelle lyophilisé.fr. Et ça a été là la petite idée qui est devenue très grande très vite. Parce qu'effectivement, Internet, on ne parle plus de l'Orient comme zone de vente, mais on parle bien de l'Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette petite entreprise, aujourd'hui, on est 12 salariés, on fait 4 millions de chiffres d'affaires. On a construit un bâtiment assez récemment. On construit un deuxième bâtiment là prochainement. Donc, c'est une entreprise qui a grandi vite. Mais ce que je retiens dans tout ça, c'est que cette vie familiale était très importante pour moi. Et ce qui a été possible, et c'est pour vous dire, c'est vraiment possible, j'ai créé l'activité autour de ces contraintes-là. C'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'il faut forcément faire 7h du matin, 19h le soir. C'est tout à fait possible d'aménager son temps de travail. Et même aujourd'hui, avec 12 salariés, ce schéma-là, il est resté. Ils savent qu'à 16h30, je pars. Et ce qui a rendu aussi les salariés très autonomes. C'est-à-dire que c'est comme un ouvrier, s'il crève, ça roue, soit il appelle le patron, qu'est-ce que je fais, ou soit il répond pas, et puis il va essayer de se débrouiller pour réparer son pneu, quoi. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on n'est pas là, ils vont chercher des solutions eux-mêmes. Et ça, c'est vachement intéressant et formateur pour eux, et les rend beaucoup plus autonomes aussi. Voilà, je ne vais pas trop papoter parce que c'est un peu mon point faible. Mais voilà, pour dire en tout cas que la vie famille et création d'entreprise, j'ai vu qu'un bébé qui est rentré tout à l'heure, c'est pas un problème. Merci beaucoup, Ariane. Je pense qu'il faut en retenir, en effet, c'est qu'il ne faut ni frustrer la femme, ni la maman, ni la chef d'entreprise, et que c'est tout à fait possible, mais qu'il faut respecter ses limites. Voilà. Je passe le micro. Merci. Ok.
Alors, donc, moi, je vais vous parler de la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a cette idée-là, on va venir voir un petit peu, la confronter finalement à son marché. Donc, on va venir étudier le marché, on va venir étudier l'observer déjà, la confronter, comme disait Nadine, pitcher, 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 allez voir plein d'interlocuteurs, confrontez votre idée, parlez-en autour de vous, personne ne va vous la piquer. Et allez voir aussi ce que fait la concurrence, à quel prix, où ils sont implantés, pourquoi ils ont fait ces choix-là. N'ayez pas peur de la concurrence c'est sain. S'il y a des concurrents sur votre secteur d'activité, c'est qu'il y a de la demande. Donc, rassurez-vous par rapport à ça. Et puis, aussi, confronter avec la clientèle que vous pensez avoir. Finalement, vous avez votre idée, vous pensez qu'il y a une clientèle. Parfois, finalement, la clientèle que vous pensez qui est votre cible, c'est pas votre clientèle. Parce que vous allez confronter cette idée-là avec cette clientèle. Et finalement, vous allez derrière un petit peu affiner votre idée par rapport à la clientèle et affiner votre plus-value par rapport aussi à cette clientèle. Donc, analysez les attentes, les habitudes de consommation. Mettez-vous dans les baskets, c'est ce qu'on dit, hein, mettez-vous dans les baskets de vos clients, prenez les mêmes habitudes qu'eux, allez dans les mêmes endroits qu'eux pour voir un petit peu qui ils sont et comment ils consomment et où est-ce qu'ils vont chercher de l'info pour la communication, etc. Je vais vous présenter après un petit outil qui vous permet de faire ça assez simplement et qui est assez chouette pour une vision 360. Ensuite, vous allez formaliser votre étude de marché. Là, c'est la partie un petit peu où on rentre dans le dur, où on écrit son projet. Et c'est difficile d'écrire son projet, c'est difficile de passer à cette étape-là, de poser sur le papier ses idées. Mais il me semble que c'est important, en tout cas, puisque vous allez pouvoir commencer à poser les choses, à prendre du recul et à vous dire, une fois que c'est posé, ça, je vais pouvoir avancer. Ça, c'est ma première pierre. Et puis après, il y en a une deuxième. Et puis après, il y en a une troisième. Ça va vous permettre d'avancer sereinement aussi. Mais rien n'est jamais figé. Donc, vous allez pouvoir y revenir. C'est pas parce que c'est écrit que c'est dans le marbre. Vous allez pouvoir y revenir. Ne vous inquiétez pas. Un projet de création d'entreprise, ça évolue tout le temps. Et du coup, donc sur cette phase-là, il y a plein d'acteurs qu'on va vous présenter aussi à la fin rapidement, mais qui sont aussi surtout ici dans cette salle qui peuvent vous accompagner. Et donc, on va laisser la parole à Carole qui a ouvert son entreprise de services ambulants à vélo et qui va nous présenter cette entreprise-là et puis aussi un peu plus en détail cette phase-là, comment elle l'a vécue, comment elle a été accompagnée, etc. Bonjour, du coup Carole Dumoulier, je suis dirigeante, on dit ça, voilà, il faut assumer ça aussi, de service ambulant vélo, donc je suis mécanicienne, je propose un service de réparation et d'entretien de vélo à domicile à Vannes et je me déplace en vélo cargo. Pour faire tout ça. Voilà, alors du coup... j'ai voulu travailler moi toute seule après un parcours associatif. Voilà, j'avais besoin d'indépendance et de mettre mes idées en œuvre sans qu'on me mette des bâtons dans les roues comme ça. Par contre, j'étais convaincue qu'il fallait être accompagnée et puis être dans les réseaux aussi pour parfois casser cet isolement. Et puis confronter son idée. J'ai fait face au choix assez compliqué en fait de trouver le bon interlocuteur, le bon accompagnement parce que il y en a pas mal. Ensuite, moi, je suis artisan, du coup, assez naturellement, je me suis tournée vers la Chambre des métiers qui propose un accompagnement. J'ai profité du Pass Création. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à mettre les bons mots sur mon projet, à trier les idées, parce que voilà, j'avais plein d'idées.
Mais je connaissais mes contraintes, donc voilà, qui étaient la famille, enfin voilà, envie d'avoir aussi une vie personnelle épanouie par ailleurs. Enfin voilà, j'avais comme ça envie de me mettre des garde-fous là où on pourrait avoir envie de travailler tout le temps. Et donc voilà, l'accompagnement là m'a permis ça. Et puis tout au long en fait de la création, ça m'a guidée, ça m'a mis des points d'étape aussi sur écrire son projet, quand aller voir la banque. Moi j'avais une grosse inquiétude, c'était l'argent. Parce que voilà, j'ai pas envie d'investir beaucoup, mais en même temps, si on n'investit pas assez, ça peut être aussi, faut prendre un minimum de risques. Enfin, il y a quand même un engagement, voilà. Et donc, en fait, tout ce parcours-là et cet accompagnement a permis de me rassurer en fait par rapport à ça, et puis d'aller voir les banques aussi au bon moment, une fois que j'étais prête, que mon projet était écrit et qu'on avait peaufiné le budget prévisionnel. Enfin voilà, il y a toutes ces étapes-là qui sont... Enfin voilà, qu'on pourrait tenter avec Internet peut-être de faire soi-même, parce que j'imagine qu'il y a des guides plein Internet pour créer son entreprise. Mais la personne qui nous accompagne, c'est la première personne à qui on confronte aussi son projet. Donc voilà, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Et donc, une fois que vous avez formalisé ça avec de l'aide ou non... Ah oui, pardon, je ne suis pas dans le cadre. On n'aime pas être dans le cadre avec Nadine. Vous allez finalement fixer vos objectifs par rapport à votre idée et puis votre analyse du marché. Ça va découler assez fluidement, on va dire. Et pour cela, on a un petit outil qu'on propose. C'est un petit peu notre outil des conseillers, des conseillères à la création d'entreprise. On utilise beaucoup le business model Canva. Alors ça, c'est une forme de business model. Et puis après, il y en a d'autres, des lignes Canva, etc. Mais en tout cas, ça, c'est un outil qui vous permet, sur une seule page, d'avoir une vision à 360 de votre projet. Et que vous allez pouvoir, idéalement, vous l'imprimer sur une feuille A3 et vous allez mettre des post-it. Et après, vous allez gribouiller vos post-it ou bien les changer et les adapter. Vous pouvez le mettre dans vos toilettes. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais il faut qu'il évolue, cet outil-là. Et vous allez réfléchir à tous ces aspects-là de votre projet au fur et à mesure de vos réflexions. Et notamment, vos clients, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vos segments de clientèle vont évoluer par rapport à votre offre, etc. Donc, ça, c'est un vrai outil intéressant sur lequel se pencher. Là, juste en 1 heure, avec les témoignages, on n'a pas le temps de creuser cet outil-là. Mais venez nous voir et on fera ça ensemble avec grand plaisir. Donc, ce qu'il faut retenir sûrement, et j'aime bien ce petit schéma d'ailleurs, merci, c'est identifier vos éléments différenciants. Vous avez trouvé votre idée, vous avez confronté au marché, vous savez à peu près ce que vous voulez faire par rapport à votre clientèle cible. Qu'est-ce qui fait que vous avez une valeur différenciante, que vous proposez quelque chose qui va être un petit peu différent de ce que proposent vos concurrents? En quoi vous êtes complémentaires, différents, que vous avez une offre qui est peut-être sur une gamme un peu différente, peut-être moyenne gamme, bas de gamme, haut de gamme, voilà. Vous allez vraiment, ça c'est dans votre discours, ce qui va ressortir aussi derrière dans votre pitch. Qu'est-ce qui fait votre différence? Pourquoi on viendrait vous voir vous plutôt que quelqu'un d'autre? Ensuite, alors là, c'est l'étape que vous préférez toutes, et particulièrement vous, mesdames, c'est de chiffrer le projet. Et on y arrive forcément à un moment donné. Alors, quand on doit aller voir un banquier, effectivement, on est obligé de passer par cette étape-là. Parfois, quand on ne doit pas aller voir un banquier, il y a aussi des entrepreneuses qui ne passent pas par cette étape, et peut-être qui
ont plus envie de faire d'abord sur le terrain et puis de voir après pour les moyens financiers. Il y a des risques aussi, c'est des risques à prendre. Donc chacun fait... Enfin, moi, mon conseil quand même, c'est que nous, on adore faire des étapes comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est l'idéal. Après, vous allez pouvoir aussi entreprendre comme vous êtes. Et il y a 1000 façons d'entreprendre et vous en verrez plein de différentes. Et il faut aussi que la façon, enfin, ce que vous êtes, qui vous êtes, ressorte aussi dans votre façon d'entreprendre. Donc, chacune, en fait, avec ses valeurs, sa prise de risque, son appréhension par rapport à sa famille. Voilà, en fait, chacun entreprend comme il est, quoi. Et donc là, vous allez définir votre business model. Donc, il décrit comment votre entreprise va gagner de l'argent. Donc, elle est très belle, cette idée. Il y a plein de clients, c'est formidable. On a adapté, on a trouvé notre valeur différenciante. Et maintenant, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? Et à quel prix je vais pouvoir vendre ma prestation pour pouvoir gagner de l'argent? Donc, à ce moment-là, on liste les entrées et sorties d'argent générées par l'activité. Donc ça va vous permettre de définir la rentabilité de votre entreprise. Et la rentabilité de votre entreprise, c'est quand est-ce que vous allez commencer à gagner de l'argent. Et souvent, on travaille bien sûr sur des chiffres, mais qu'on n'aime pas trop parce que ce n'est pas très tangible. Mais aussi, souvent, on travaille sur des quantités. Par exemple, à partir de combien de produits vendus, je commence à être rentable, ou bien combien de prestations, ou bien combien de vélos réparés par mois, ou bien, voilà, on essaye quand même de travailler avec vous sur des critères objectifs qui vont être tangibles, factuels, et que vous allez pouvoir toucher du doigt. Peut-être que Ariane, tu avais un petit retour d'expérience à faire sur les chiffres. Oui, c'est vrai que c'est une partie, au début, en tout cas, la création qui m'attirait pas trop. Parce que on ne sait pas trop quoi se projeter sur combien de sachets vendus. On n'en sait rien en fait. On n'en sait rien au début. Mais néanmoins, l'exercice doit être fait parce que ça nous permet d'imaginer un chiffre d'affaires. Donc moi, à l'époque, j'avais fait trois prévisionnels. On m'avait conseillé d'en faire 3. Un plutôt pessimiste, un moyen et puis un au top, quoi. Et donc, c'était un exercice qui était effectivement pas drôle à faire, mais finalement que je me suis pris au jeu. Et en le confrontant justement à Réseau Entreprendre Bretagne ou à la CCI ou à la banque, il montrait du doigt aussi des points de faiblesse aussi dans le projet, qu'on ne s'était pas forcément rendu compte. Et finalement, un prévisionnel, moi je le vois comme ça en tout cas, et, il était forcément faux. Il est forcément faux. Donc il ne faut pas avoir peur de se planter, il est forcément faux. Mais néanmoins, il donne un chemin. Donc après, au fur et à mesure qu'on avance dans la création, une fois que l'activité est lancée, on a ce chemin, on le voit et on voit est-ce que je suis dessus, est-ce que je suis à côté, est-ce que je suis en dessous. Et au fur et à mesure des années, ce prévisionnel, moi l'exercice je le refais tous les ans, j'y passe 3 semaines dessus. Maintenant c'est devenu un truc incontournable. J'y passe 3 semaines et qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai tout l'historique des années précédentes avant. Donc je sais finalement combien j'ai claqué de sous. Combien j'ai gagné, pourquoi j'ai gagné autant, pourquoi j'ai vendu autant de sachets, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc on construit une espèce d'historique au fur et à mesure. Et donc le budget, le prévisionnel, le fameux prévisionnel de l'année à venir, il devient de plus en plus précis. Jusqu'à devenir un objectif. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand je lance un prévisionnel, c'est un vrai engagement. Je dis c'est ça que je vais faire. Et c'est plus quelque chose de faux, quoi, ou plus quelque chose de on verra peut-être. Et ça, c'est normal qu'il est au début. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut se faire confiance. Et je me projette. Il sera forcément faux. Et puis après, au fur et à mesure, on l'affine jusqu'à ce que ça devienne quelque chose comme une feuille de route, quoi. Et c'est hyper agréable. J'aurais jamais pensé dire ça 10 ans après. Mais c'est hyper agréable d'avoir cette feuille de route et se dire, je sais en temps réel où j'en suis, où est-ce que je vais. Et je n'avais plus du tout à vue comme je pouvais le faire dans mon autre activité avant, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, ça va vous permettre de construire votre business plan. Donc, en validant la faisabilité et la viabilité de votre projet. Et c'est aussi un document que vous allez pouvoir présenter aux partenaires et aux banquiers si vous vous y confrontez. Et du coup, pour financer votre projet, vous avez donc 3 possibilités. La première, bien sûr, c'est de faire le point sur ses apports personnels. Alors là, c'est pareil. Si c'est
des apports en numéraire ou bien parfois sur des activités artisanales. Ça peut être aussi un peu de matériel au départ qu'on peut injecter dans l'entreprise au départ pour pas avoir trop de dépenses. Ça, c'est possible pour commencer. Et puis ensuite, chercher des solutions financières. Donc, il y a plein de solutions financières. Vous pouvez avoir... donc, la première, c'est quand même la banque. Après, il y a des possibilités de prêts d'honneur avec des acteurs de la création d'entreprise qui sont présents ici. Hein. Donc, vous pouvez aller faire un tour, rencontrer Initiative Pays de Vannes. Et puis après, on a des acteurs qui vont pouvoir permettre d'avoir accès à du prêt sans passer par les banques. Ça, c'est s'il y a un refus de la banque. Il y a aussi des possibilités. Donc, on a l'ADI qui fait du financement en dessous de 10 000 € grâce à un microcrédit. Et puis France Active qui vient garantir un prêt bancaire. Donc là, c'est plutôt le banquier qui va vous dire vous allez voir France Active pour garantir le prêt bancaire. Et parce que vos garanties personnelles ne sont pas suffisantes, quoi. Donc, il y a aussi des possibilités derrière, quoi. Et puis, identifier les aides et les concours dédiés aux créateurs et aux créatrices. Et ça, c'est aussi en restant un petit peu alerte sur le marché que vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des possibilités de primes ponctuelles ou bien d'appels à projets sur vos activités ou bien de concours, de prix, etc. Donc, ça, c'est des possibilités. En possibilité, vous avez aussi le crowdfunding. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces choses-là, mais qui sont aussi des possibilités pour financer au départ un premier bout de l'activité. Ce n'est pas des gros financements, mais ça permet de commencer sa communication et puis de fonctionner sur un système un petit peu de pré-vente finalement et de commencer à parler de son projet. Et du coup, je te laisse la parole, Nadine. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Non, je crois qu'on est nickel. Merci. Hop. Un autre sujet qui, en règle générale, passionne nos porteuses de projets, c'est le choix de la structure juridique qui va porter l'activité de votre entreprise. Alors, sur le choix de la structure juridique, c'est un sujet assez ambivalent, parce qu'en règle générale, les porteuses de projets que nous rencontrons, tu vas certainement me confirmer, Elia, ont assez vite quand même cette question-là. Elles veulent assez vite définir quel serait le statut juridique de leur entreprise et quel sera leur statut à elles. Alors qu'en règle générale, c'est quand même important d'avoir fait un peu le tour de votre étude de marché, que vous avez bien défini votre offre, que vous avez bien identifié une cœur cible, que vous avez une idée de la dimension de l'entreprise au démarrage et de l'entreprise à terme, avant de faire ce choix-là. Alors ça, c'est la première chose, voilà, que cette question vient un peu trop tôt souvent dans la création d'entreprise ou dans la construction de projets. Ça vient vraiment quasiment en dernière étape. La deuxième chose, souvent, qu'on me dit, c'est que c'est un peu une nébuleuse. Oh là là, il y a plein de statuts, je ne sais pas lequel, micro, réel, SAS, SASU, SARL, EIRL, je suis perdue là-dedans, je ne sais pas ce qui me correspond le plus. Je vous propose une approche un peu différente et en l'occurrence positive. Moi, je trouve que c'est fabuleux qu'il y ait plein de statuts possibles et que finalement, vous pouvez, chacune d'entre vous, trouver le statut qui est le plus adapté à votre entreprise, à votre future entreprise, mais aussi à votre vie, vous, de femme, de dirigeante. Il y a vraiment ces deux dimensions. On fait le choix d'une structure juridique pour porter une activité, mais de ce choix-là va découler directement aussi la protection sociale du dirigeant. Alors, pour s'y retrouver un petit peu, pour vous aider à travailler un peu sur un entonnoir, la toute première question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez entreprendre seul ou est-ce que vous voulez entreprendre à plusieurs ? En effet, un dirigeant qui va se lancer tout seul dans son activité, il aura un peu plus de choix. Mais ça, c'est vraiment la première question. Cette question de vouloir s'associer ou pas est à se poser pour le maintenant, pour l'immédiat, mais aussi à terme, à court moyen terme. Est-ce que je voudrais pouvoir faire intégrer assez rapidement, d'associer, ouvrir mon capital à d'autres personnes ? Ça, c'est vraiment une des premières questions à se poser. Après, c'est votre activité. Alors, c'est plutôt rare, mais il y a certaines activités qui imposent un statut particulier. Je pense notamment à la vente de tabac, par exemple. Mais c'est plutôt rare. Mais vous posez la question de la dimension de votre entreprise.
quels sont le développement, quels sont les investissements à court moyen terme que vous voudriez faire et quels sont les besoins financiers par rapport à ces investissements-là. Vous pouvez aussi vous poser la question en termes de votre cœur cible, c'est quoi vos clients demain? Est-ce que c'est des grandes entreprises qui seront davantage rassurées par un statut d'entreprise SARL ou type SASU et peut-être un peu moins avec une micro? Ça aussi, c'est important. Est-ce que vous entreprenez plutôt dans une deuxième partie de carrière et que vous pensez déjà à peut-être céder votre entreprise à vos enfants? Ça, c'est vraiment des questions qui peuvent vous préoccuper. Et puis, c'est les aspects fiscaux et sociaux. Je vais faire un choix pour mon entreprise parce que c'est adapté par rapport à l'activité que je propose, par rapport à la dimension de l'entreprise de départ et par rapport au projet de développement de mon entreprise. Ça, c'est une chose. Mais aussi votre protection sociale. Parce que du choix juridique que vous allez faire pour votre entreprise va découler directement la protection sociale du dirigeant. Et trop souvent, on passe un peu rapidement sur cet aspect-là parce que c'est un peu moins ludique, un peu moins créatif que de réfléchir sur une offre, sur une stratégie marketing sur un prix, sur un modèle économique. On pense souvent tout à la fin à soi. Mais malheureusement, ce n'est pas quand le pépin arrive en tant que chef d'entreprise qu'il faut se poser la question de la protection sociale. Donc même si ce n'est pas un sujet forcément funky, c'est un sujet d'autant plus important. Et je vais laisser la parole à Dominique Noual, qui saura certainement mieux en parler que moi, et ensuite à Anne-Carine. Merci. Je suis très impressionné d'être là, je vous le dis, pour un homme. Dans cet environnement féminin, c'est très impressionnant. Alors, il me revient de vous parler de protection sociale. Merci de cette introduction qui fait que je n'ai pas besoin forcément d'être vu. Hein. Je suis bien là parce qu'en plus, je vous cache. Voilà. Il me revient de vous parler de protection sociale sur un sujet, en le faisant vite, j'ai 2 ou 3 minutes. Pour nous, c'est essentiel parce qu'on parle de vous. Vous, en tant que personne. Jusque-là, quand vous étiez auparavant sans projet de création d'entreprise, vous faisiez confiance à vos entreprises qui vous embauchaient pour bâtir pour vous la protection sociale. Désormais, c'est vous qui allez la porter. Et à compter de ce moment-là, vous n'avez plus aucune obligation pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Au pire, vous ne faites rien. Et à ce moment-là, vous pouvez tomber dans des statuts sociaux pour lesquels, en cas d'arrêt de travail, ce n'est pas très compliqué à comprendre, vous pouvez avoir 0. Aujourd'hui, vous avez une protection sociale qui vient de votre portabilité, de vos régimes sociaux de salariés. Mais en matière de protection sociale immédiate, préoccupez-vous en priorité de votre prévoyance. Et quand je vous parle de prévoyance, je vais être clair, je ne vous parle pas de la mutuelle santé. Je vous parle de la prévoyance qui concerne les aléas de la vie. Vous créez un projet, ce n'est pas pour être en arrêt de travail demain, c'est pour justement mener à bien votre projet. Par contre, si la vie vous contraint à vous arrêter, comment vous protégez votre famille? Comment vous vous protégez? Et plutôt que de vous faire un grand discours, une démonstration sur des sujets, alors j'ai failli commencer en vous disant que je suis socialiste. Comme ça, j'affirme dans ces périodes-là, c'est-à-dire que je suis spécialiste de la matière sociale. Il n'y en a pas beaucoup. Plutôt que de vous faire un grand discours sur la protection sociale, j'ai demandé à Anne-Carine Stocchetti de vous faire état de son expérience. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Elle a un parcours très remarquable et très atypique. Donc, elle va vous expliquer ce qu'elle pense de la protection sociale vécue par une chef d'entreprise femme et dans un parcours de vie riche. Oui, bonjour à tous. Alors voilà, moi d'abord, avant de démarrer, j'aimerais bien savoir qui vous êtes un petit peu. En fait, combien parmi vous sont déjà au niveau de la création? Est-ce que quelques-uns ont déjà créé? D'accord. Combien d'entre vous sont dans une période intermédiaire en étant au Pôle emploi? D'accord. Et combien d'entre vous sont encore salariés? D'accord. Bon, c'est très réparti. Hein, on tire un tiers. Voilà, alors cette question, elle n'est pas
elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que moi, je vais vous inviter quand même à regarder la protection sociale que vous avez actuellement. Parce que même quand on est au Pôle emploi, on a quand même une bonne protection sociale. Okay, la protection sociale, c'est comme disait Dominique, c'est en cas de coup dur, est-ce que j'aurai des indemnités journalières? Est-ce que mes enfants, je vais pouvoir les nourrir tous les jours, quoi? C'est vraiment aussi simple que ça. Donc je vais faire très court. Moi, je dirigeais une entreprise de 100 personnes. J'ai un parcours, comme dit Dominique, très atypique. Je fais plein de choses dans ma vie et je vous le souhaite à toutes parce que la vie, c'est génial. On a plein d'opportunités qu'on peut saisir. Je dirigeais une boîte de 100 personnes il y a encore 3 ans et demi, jusqu'au moment où on m'a dit « Vous avez un cancer, vous allez mourir, préparez toutes vos affaires, c'est terminé. » Donc là, arrêt sur image, vous prenez le 38 tonnes dans la figure et là vous dites « Ah, comment je vais faire ?» 15 jours après cette annonce, je recevais un courrier du conseil départemental m'annonçant que j'avais droit au RSA. Ça doit vous faire réfléchir un tout petit peu. C'est-à-dire que moi, j'avais passé 10 ans de ma vie à penser à mes salariés et à ne pas oser prendre une protection sociale suffisante pour moi parce que déjà, je trouvais qu'en tant que dirigeante, je coûtais déjà très cher. Vous voyez le mécanisme quand même. Donc, je m'étais dit, 45% de cotisation sociale, quand même, c'est beaucoup. Sans remarquer que pour mes salariés, j'allais jusqu'à 80% de cotisation sociale. Entre les cotisations patronales et salariales, prenez vos feuilles de paye, observez et regardez à quoi vous cotisez et combien vous cotisez. C'est très instructif. Je vous rappelle quand même qu'en France, on a la chance de pouvoir cotiser à des systèmes qui sont mutualisés. C'est-à-dire que le fait de cotiser aux allocations familiales permet d'obtenir les allocations familiales pour tout le monde. Le fait de cotiser à la caisse primaire d'assurance maladie vous permet d'en bénéficier. Donc ces choses-là, elles doivent vous rester inscrites dans votre tête. La chance, dans mon désarroi, a été que j'avais une prévoyance. Et pour être très franche, quand les personnes d'AGDSR de la Mondiale étaient venues 10 ans plus tôt me faire signer un contrat, je croyais naïvement que je leur faisais plaisir. Je n'avais pas compris ce qu'était la prévoyance. Je mélangeais tout. Pour mes salariés, je le savais. Mais pour moi, je ne le savais pas. Je me disais, oh oui, si je meurs, il y a un truc, il y a une clause qui permet que mes mômes, ils auront des sous. Voilà. C'était assez réducteur. Puis j'étais invincible, puisque j'étais chef d'entreprise. Alors voilà, donc ça, c'est mon témoignage. Maintenant, moi, je vous invite vraiment, j'ai beaucoup aimé la phrase que vous avez dite, entreprendre comme vous êtes. Entreprenez comme vous êtes. C'est-à-dire que essayez d'analyser vos singularités. On ne prendra pas le même statut juridique selon si on est marié ou célibataire. On ne prendra pas le même statut juridique selon si on est seul dans la vie ou si on a des enfants à charge. Vraiment, je vous invite à réfléchir sur ces questions-là et je m'en arrête là. Non, ça fonctionne aussi comme ça. Non. Je sais, j'ai trouvé ma protection. Vous voulez bien être mon protecteur social? Au revoir. Oui, l'important, c'est en effet, si on veut se consacrer au développement de son activité, déjà à la construction de son projet, au lancement de son activité, au développement de son entreprise et de le faire sereinement, c'est important en effet d'avoir réfléchi à la protection sociale avant et en effet de plus y penser après, mais d'être vraiment consciente que ça peut avoir un impact important sur vos vies. C'est pas au moment où ça arrive qu'il faut s'en occuper, c'est tout de suite la création. C'est souvent un point qui est négligé, donc on vous invite vivement à ne pas faire cette même erreur. Et si je peux juste ajouter une petite chose, moi je suis absolument terrifiée actuellement par le statut de l'auto-entrepreneur. Si vous choisissez ce statut, pourquoi pas? Mais c'est parce que vous avez la vision prospective de la suite. Vous pouvez être auto-entrepreneur pour 1 an parce que vous avez décidé que c'est un aspect transitoire, si vous êtes sur un tremplin, et qu'ensuite vous allez choisir un autre statut d'entreprise. Et si vous devez rester auto-entrepreneur parce que l'entreprise ne gagne pas suffisamment d'argent, alors le projet, il n'est pas viable. Mais il faut savoir renoncer pour se préserver parfois. Donc, et vous savez, je suis quelqu'un de très entrepreneur. Donc, pour que je dise ça, c'est que j'ai vraiment, vraiment réfléchi. En fait, à un moment donné, il faut pouvoir se dire, OK, c'est très bien, ça peut être une activité annexe,
mais ça ne sera pas une vraie entreprise, donc je vais faire autrement. Mais je ne resterai pas auto-entrepreneur. Voilà. Bon, on arrive à la fin de notre petit atelier avec un dernier point, d'autant plus ludique encore. C'est on arrive à l'immatriculation de votre entreprise, tout simplement. On crée l'entreprise, administrativement parlant. Vous devez identifier le bon CFE. Qui sait ce que ça veut dire, CFE? C'est vrai que j'ai mis plein de petits mots incompréhensibles. C'est le centre de formalité des entreprises. Donc, selon votre activité, il y a différents centres de formalité. Donc, si c'est plutôt une activité artisanale, c'est la chambre de métier. Si c'est plutôt de l'achat-vente, commerce, c'est les chambres de commerce. Et puis, si vous êtes plutôt sur une activité libérale, ça sera l'URSSAF. Mais bonne nouvelle, 1er janvier 2023, il n'y aura plus qu'un guichet unique géré par l'INPI. Donc, vous n'aurez plus à vous poser cette question. Mais pour vous, ici dans cette salle, vous devrez toujours passer par ces 3 guichets. Enfin, on prépare son installation. C'est parce qu'une fois qu'on a été au CFE, qu'on a immatriculé son entreprise, il faut préparer d'autres aspects. Je vous ai juste noté ça. C'est en effet l'INPI, c'est la réservation, par exemple, des noms de domaine. Ça parle à tout le monde. Ça sera plus sur la stratégie marketing com. Les registres particuliers, etc. Vous préparez... surtout d'un point de vue administratif, juridique, l'immatriculation de votre entreprise. Et puis enfin, voilà, votre entreprise est immatriculée. Elle a donc une existence juridique et administrative, un numéro de sirène, un code APE, un extrait CABIS, etc. Et toutes ces jolies choses. Et là, c'est le début de l'aventure. Parce que là, vous êtes porteuse de projet. Vous construisez un projet, là vous devenez chef d'entreprise. Et bien là, il faudra du coup la développer, réaliser des ventes et profiter de l'aventure entrepreneuriale avec ses hauts et ses bas, mais en tout cas avec une intensité de sentiments et d'émotions qui est extraordinaire. J'ai été moi-même chef d'entreprise avant et je trouve que c'est une aventure fantastique. Un autre conseil qu'on vous laisse, qu'on vous donne pour la route du retour, c'est ne restez pas seul. Entourez-vous. Il y a en effet une multitude d'acteurs sur le territoire qui peuvent vous accompagner en amont, pendant et après votre projet. Pour l'émergence de votre projet, pour la construction de celui-ci, pour le lancement de votre activité et tout au long de la vie de l'entreprise. Quand vous rencontrez des difficultés, quand vous devrez réajuster vos prévisionnels parce que finalement, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez prévu. Quand vous devrez renégocier éventuellement avec vos banques ou qu'au contraire, vous êtes confronté à une crise de croissance et que vous devrez recruter très rapidement. Donc, restez pas seul, profitez de la présence de tous ces acteurs-là pour vous accompagner. Et puis, on vous souhaite tous, je pense, de déployer vos ailes d'entrepreneurs. C'est une aventure formidable. Et on vous souhaite, bon vent. On a du coup un quart d'heure ou un peu moins du coup pour répondre à vos interrogations, à vos questions. Si quelqu'un souhaite poser une question à une chef d'entreprise présente aussi. Osez. J'avais une question sur le pass création du coup. Comment ça se passe au niveau de la CMA? Comment ça se passe? Ça marche là? Ouais. Alors j'ai pris contact tout simplement. Alors, c'était l'année dernière, il s'est passé plein de trucs. Il se passe vraiment plein de trucs. Alors, c'est un dispositif c'est un dispositif d'accompagnement pour les porteurs et les porteuses de projets. C'est un dispositif qui est financé par la région. Donc, c'est pas gratuit, comme on peut me le dire des fois.
Et en effet, il y a certains critères d'éligibilité pour pouvoir en profiter. Donc on parle beaucoup en effet du pass création. Donc le marché a été renouvelé là au 1er janvier. Il y a différents acteurs qui interviennent sur le pass création. Il y a en effet la Chambre des métiers, il y a la Chambre de commerce, il y a la BGE, il y a aussi Entreprendre au féminin. Et puis les plateformes d'initiative, France Actif et l'ADI. Donc c'est en effet un dispositif, c'est une prestation d'accompagnement qui est en effet intéressant, qui peut être intéressant pour vous. Et il y en a d'autres, mais c'est vrai que le pass création a pris un peu le devant sur le sujet de l'accompagnement. Est-ce que ça vous suffit du coup en termes de réponse ? Tout à fait, ouais. Vous pouvez vous approcher de la chambre de métier si vous êtes plutôt sur une activité artisanale. C'est l'ADI en fait sur le Morbihan qui va gérer les demandes de pass création. Ça passe par une plateforme, en fait, c'est l'ADI qui gère. Oui. Donc, ils sont là, vous pouvez aller les voir. Et juste pour compléter, c'est un accompagnement donc sur les étapes. Donc, d'abord, structurer son projet, le financer. Et ensuite, il y a 3 ans d'accompagnement après création. Donc, c'est quand même un accompagnement qui est complet. Ouais. Vous pouvez aller voir l'ADI ou la CMA directement. On peut faire les deux portes entrées. Et le plus important, en effet, c'est d'être dans une dynamique de vouloir être accompagné dans la durée. Ça, c'est un des critères d'éligibilité. Je vous écoute. Moi, j'ai une question. Bon, je ne sais pas, peut-être aussi que Madame pourra y répondre. J'envisage aussi une création d'entreprise, mais longuement, j'hésite en fait entre création associative, parce que c'est aussi faire ensemble, et pouvoir salarier. Et vous avez dit que vous aviez eu une action militante, je pense autour du vélo, il y a beaucoup d'actions associatives à Vannes. Est-ce que vous pouvez dire finalement qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas, peut-être, pour aller jusqu'à la création d'entreprise et peut-être pas être salarié d'une association ? Alors en fait, c'est ma vie personnelle, c'est-à-dire que du coup, je travaillais à Lorient avant. Je faisais la route, enfin en train en l'occurrence, mais voilà. Et du coup, c'était un moyen pour moi de revenir à Vannes, là où les structures associatives à Vannes n'avaient pas les moyens de m'embaucher dans mon domaine. Donc voilà, pour moi, de créer l'entreprise, c'est un moyen assez rapide, assez simple, parce que je suis installée en micro, de faire mon métier. Et puis voilà, ça me garantit aussi l'autonomie par rapport à ce que j'avais pas en fait en tant que salarié depuis toujours quoi. Enfin, donc c'est vraiment ce désir d'autonomie moi qui m'a poussé à créer. Et juste en complément, du coup, il y a le pôle E2S du pays de Vannes et le TAC 56 qui accompagne aussi en fait ces réflexions qui sont souvent des réflexions que vous pouvez avoir sur en fait j'avais envie de faire quelque chose un peu de social et en même temps j'ai envie de gagner de l'argent, comment est-ce que ça se passe, est-ce que je peux être présidente d'une asso en même temps me rémunérer ou non, ou comment je peux faire en fait pour que mon entreprise elle ait du sens et quels sont les statuts qui sont possibles, et puis après des financements qu'on appelle les financements hybrides, etc., où il y a de l'argent public, de l'argent privé. Et eux sont spécialistes, donc le pôle E2S du Pays de Vannes et le TAC 56. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Au niveau des différentes structures, est-ce qu'il y a des structures d'aide à la recherche de fournisseurs ? Parce qu'on a souvent de l'aide juridique, de l'aide... Et quand on passe de particulier à, là en l'occurrence micro, mais c'est dur aussi d'être accompagné pour trouver les fournisseurs qui vont avec l'activité. Internet c'est bien, mais Internet on trouve de tout et on ne peut pas aller sur AliExpress tout le temps. C'est compliqué de trouver des grossistes. Quand vous profitez d'un accompagnement de quelques acteurs que ce soit, ça en fait partie. C'est-à-dire, on est des généralistes et on peut vous guider, vous orienter de où trouver la bonne information. On a rapidement abordé le sujet de l'étude de marché. Une fois qu'on a dit étude de marché, on n'a encore rien dit. C'est récolter des informations, mais de quelle manière et où sont les bonnes sources d'informations ? Et de quelle manière, qu'est-ce que j'en fais une fois que j'ai récolté l'information ?
Qu'est-ce que j'en tire de cette information? Quelles sont les données qui sont intéressantes pour mon activité? Donc en effet, ça c'est vraiment le rôle des différents acteurs de l'accompagnement, de vous aider à trouver les bonnes informations, d'en tirer ce qui est intéressant pour votre projet et que ça vienne nourrir vos prévisionnels financiers notamment. Donc pareil pour les fournisseurs, ça dépend de votre activité. Donc on dispose de réseaux. Donc on est aussi là pour faciliter la mise en relation avec de futurs partenaires, tels que des fournisseurs, des sous-traitants, des partenaires clés. Oui. Alors en effet, à la CCI, on a un service qui est spécialisé pour l'international. Donc spécifiquement pour les questions soit d'import ou d'export. Avec plaisir. C'est juste une question pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Si on est enregistré à la Chambre des métiers, est-ce qu'on peut quand même aller consulter les services de la CCI, par exemple, pour ce genre de questions? Alors, oui, en effet, on travaille tous ensemble. Après, si vous immatriculez à la Chambre des métiers, parce que votre activité dépend de la Chambre des métiers, souvent, du coup, ça devient quand même un interlocuteur privilégié qui connaît bien votre activité et les contraintes liées à celle-ci. Mais en soi, vous pouvez bien sûr solliciter aussi la Chambre des métiers pour des services peut-être spécifiques, si ça n'existe pas au sein de la Chambre des métiers. Et vice-versa. On travaille beaucoup en réseau. On a un objectif commun, c'est de favoriser, de faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. Donc, tous les acteurs du territoire, on se connaît entre nous et on travaille en étroite collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Alors moi, j'avais une question. Justement, quel est l'interlocuteur idéal lorsque, en étant femme entrepreneur seule dans la création de l'entreprise, on est en congé maternité? Ça veut dire que l'entreprise, pendant le congé maternité, elle est un petit peu mise entre parenthèses. Et qui nous soutient en fait? Comment ça se passe? J'ai connu 2 congés maternité en tant que dirigeante. Alors, ça dépend quelle est la question ou la problématique rencontrée. Si c'est une question pour les indemnités journalières notamment ? Alors, ouais, c'est plus une question d'anticipation et d'organisation. Alors, c'est comment je prépare en fait mon congé maternité, comment je prépare le fait de ne pas être présente pendant un certain... Pour moi, c'est un sujet d'assureur. Voilà. Je pense qu'il y a une confusion dans votre question. Excusez-moi, je peux être très direct. Le micro. Pardon. C'est un sujet d'assureur. Pour moi, vous confondez, ce qui est souvent le cas, le projet et la personne. Vous êtes une personne. La priorité dans le cas d'un aléa de la vie, c'est de vous protéger. L'entreprise, elle passe après. Je ne sais pas si je suis clair sur ce que je dis, c'est peut-être un peu abrupt, je m'en excuse. La protection sociale, elle a été constituée au fil des années, depuis l'après-guerre, 1945, création de la sécurité sociale, avec la prise en charge de la maternité notamment. Donc il y a des indemnités journalières, il y a des garanties qui sont mises en place à ce sujet-là. Par contre, elle vient vous protéger vous. Elle ne vient pas protéger la continuité, l'activité économique de l'entreprise. Ce qui peut être fait avec un autre sujet d'assurance, donc c'est les pertes d'exploitation par exemple, qui viennent en complément. Mais là, on assure un objet, entre guillemets, une entreprise, et on n'assure pas une personne. Donc voilà là-dessus. Avec un sujet particulier qui heurte toujours, c'est que la maternité n'est pas une maladie. Oui. Alors attention à ça, c'est un sujet très compliqué. Le congé maternité en matière de protection sociale, mais on n'a pas le temps là. Oui, c'est pas la même chose que l'arrêt de travail qui peut le précéder, le congé maternité. Mais en tout cas, voilà, il y a le côté financier, comment j'assure une rémunération, et après, comment j'assure la continuité de mon entreprise. Et ça, en effet, ça se prépare, ça s'anticipe. Et après, juste en complément sur quel est le meilleur interlocuteur pour... en fait, nous, on n'a pas ces réponses-là. Il faut aller les voir, les interlocuteurs, ils sont tous là. Et la bonne personne pour vous accompagner, et puis en fonction de vos attentes et de vos besoins du moment, etc., vous allez la trouver parce que
Pas forcément parce que c'est une structure, mais parce que c'est une personne. Et du coup, il va y avoir peut-être quelque chose qui va passer avec elle ou lui, ou de ce qu'il propose, c'est exactement ce que vous voulez sur le moment. Aller rencontrer les gens. En fait, nous, on est tous... vous pouvez tous venir nous voir, mais en fait, la personne que vous allez choisir, c'est celle avec qui vous allez avoir le plus de feeling et d'envie d'avancer ensemble, quoi. On n'a pas ces réponses-là, nous. 18h. 18h, ouais. On va vous passer, on va pas vous entendre. Oui, bonjour à tous. Me concernant, parce que ça n'a pas été évoqué, la notion de création d'entreprise et handicap. Est-ce que vous avez un interlocuteur privilégié, du style AGFIP ou autre, susceptible effectivement de nous épauler dans cette démarche? Merci. Il y a en effet des acteurs qui sont spécialisés. Je vais laisser Elia. C'est bon, ça fonctionne. Ouais. Donc effectivement, l'AGFIP est partenaire de BGE Morbihan, qui va accompagner spécifiquement les personnes qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés, et il y a aussi une subvention allouée pour les personnes qui créent leur entreprise de 5 000 € avec cette reconnaissance travailleurs handicapés, et c'est BGE qui va aider à structurer tout le projet sur un temps d'accompagnement assez long et vous accompagner dans cette demande de financement si jamais vous rentrez dans les critères. C'est un dossier assez complexe à monter, non? Ouais, c'est assez complexe, mais vous êtes accompagné gratuitement sur toutes ces étapes-là. Et il me semble que ça fait l'objet d'un autre atelier, mais je ne sais pas si c'est un atelier après. De la résilience et de la reconversion. Après, voilà, à partir de 17h, la transition est faite, c'est parfait. C'est celui que je vais suivre. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.